Bonsoir les amis, bonsoir les gardiens. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission en présence donc de Mélanie qui est là, donc de moi. Et donc on va accueillir Anne-Claire tout à l'heure. Mais avant, donc je vais laisser la parole à Mélanie. On va se présenter un petit peu pour ceux et celles qui justement arrivent, débarquent sur ces émissions et voilà, ne savent pas trop qui on est. Donc Mélanie, je te laisse nous présenter. Bonsoir, bonsoir. Alors, avec Pauline, on propose chacune en fait, on collabore ensemble. Pauline propose de la connexion animale, et puis moi je propose des soins énergétiques, des accompagnements énergétiques, et on a créé un site, l'effet lumière, où on propose une prestation d'accompagnement où on accompagne en fait le gardien, l'humain de l'animal, à, voilà, à aller écouter son animal, à voir s'il a d'éventuels besoins, et puis à proposer un accompagnement pour et l'animal et le gardien avec la connexion animale, la connexion en général, et puis un accompagnement énergétique. Donc voilà. Donc du coup, vous pouvez nous retrouver sur le site l'effet lumière, donc l'effetlumière.com, et aller voir, aller zioter justement donc sur les soins du haut qu'on propose. Donc ce soir, on est vraiment ravis de réitérer l'expérience avec Anne-Claire, Anne-Claire Lachaise, qui était venue nous parler il y a quelques mois de cela de sa profession. Et elle nous avait suggéré aussi qu'elle était vraiment très 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 fan des fleurs de Bach. Et on s'est dit, mais ça pourrait être un sujet extraordinaire à aborder justement avec les gardiens, parce que je pense qu'on n'y pense pas assez. À ces fameuses fleurs de Bach. On en entend parler, mais on ne sait pas trop comment les utiliser. Et on ne pense peut-être pas à les utiliser aussi pour les animaux, pour soutenir nos animaux. Donc, La santé et nos animaux, c'est une émission que l'on fait tous les mois avec Mélanie, donc une fois par mois, où on invite un professionnel de santé animale à venir échanger sur sa pratique. Et c'est l'occasion rêvée de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc ce soir, on va accueillir Anne-Claire. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. Annie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de revenir vous retrouver pour faire cette soirée fleurs de Bach. Donc, en effet, après avoir été donc vétérinaire généraliste pour animaux de compagnie pendant 30 ans, je me consacre désormais exclusivement aux approches complémentaires naturelles pour les animaux. Et ça fait de longues années que je me passionne pour les fleurs de Bach, ce qui m'a amené en fait à faire le choix de suivre une formation pour devenir conseillère agréée en fleurs de Bach, de façon vraiment à approfondir au maximum mes connaissances sur ce sujet, parce que les fleurs de Bach, ce sont vraiment c'est un moyen très 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 doux de prendre soin de l'animal au niveau sur le plan émotionnel, et sans effet secondaire, sans contre-indication, et on peut en plus les associer au traitement allopathique conventionnel, à de l'homéopathie, à de la phytothérapie. Et, euh, et elle présente des domaines d'action très 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 vastes, dont je présenterai les principaux tout à l'heure. Super, donc on va découvrir tout ça. Alors, dans le chat, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste, on fait un petit point maintenant, comme ça, c'est OK, me dire si vous nous entendez bien, si tout va bien de votre côté, autant sur Facebook que sur YouTube. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont sur Facebook, merci juste
de mettre votre prénom avant la question. Comme ça, on sait qui pose les questions, c'est plus sympa. Voilà, parce qu'on a utilisateur Facebook, on n'a pas votre nom sur YouTube, ça, tout va bien. Voilà. Donc juste un petit OK son, ça va. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup. OK. C'est nickel. Alors, donc, Anne-Claire, tu nous as préparé de très très jolis slides. Donc, merci. Merci pour ton travail. On va peut-être commencer par d'abord les fleurs de Bach. Pourquoi de Bach? Est-ce que parce que c'est l'inventeur? Comment ça se passe en fait dans l'histoire justement de ces fleurs? Oui, donc on parle de fleurs de Bach, donc de par le nom de la personne qui a découvert leur effet thérapeutique, et donc qui était un médecin anglais du nom d'Edward Bach. Donc c'est pour ça qu'on parle de fleurs de Bach. Et donc, ce médecin anglais, donc, en fait, est né près de Birmingham en 1886. Et ce qui est assez passionnant, voilà, passionnant chez cet homme, en fait, quand on s'intéresse à son parcours de vie, c'est déjà de découvrir que enfant, il avait déjà au fond de lui ce désir de soulager la souffrance des êtres vivants, qu'ils soient humains ou animaux, par des moyens naturels et dépourvus de toxicité, en fait. Et donc, il y a son assistante Nora Weeks, en fait, qui a écrit une biographie d'Edward Bach qui s'appelle les découvertes médicales d'Edward Bach, médecin. Et donc, dans ce livre, elle cite un passage donc, de l'enfance d'Edward Bach, où elle écrit la détresse ou la douleur d'un être humain, d'un oiseau ou de n'importe quelle créature fait monter en lui une telle compassion et un tel désir de soulager leur souffrance qu'il décide d'être médecin alors qu'il est encore enfant et va à l'école. Cette compassion envahissante pour les autres, qui lui donnera une si grande compréhension de leur peine, est une de ses qualités les plus frappantes et celle qui le fera aimer de tous ceux qui le rencontreront. Et je trouve que, bon, sur ce portrait, on ressent bien la douceur d'âme de cet homme. Et donc, en fait, bon, il a pas fait ses études de médecine tout de suite parce qu'en fait, donc son père possédait une fonderie de laiton. Et bon, à l'époque, les études de médecine représentaient un coût financier assez lourd. Et donc, de l'âge de 16 ans à 19 ans, Edward Bach, en fait, a travaillé justement dans l'usine de son père, ce qui n'a pas été sur certains plans très agréable pour lui parce qu'en fait, il souffrait d'être enfermé toute la journée, d'être loin de la nature qu'il affectionnait au plus haut point, d'avoir des horaires imposés. Mais ces 3 ans passés à travailler dans l'entreprise de son père lui ont permis d'approfondir sa connaissance de la nature humaine, parce que c'était quelqu'un de très observateur. Et par ailleurs, de prendre conscience de la précarité des ouvriers et de réaliser que quand si un ouvrier tombait malade à cette époque-là et qu'il ne pouvait plus travailler, en fait, c'est toute la famille de cette personne qui se retrouvait dans le dénuement le plus total, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la Sécu, il n'y avait pas les assurances complémentaires santé, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Et donc, ça l'a vraiment conforté dans cette envie donc de trouver un moyen de soulager la souffrance de ses semblables et qui soit simple et qui ne coûte pas trop cher, en fait. Et à la suite de ces 3 ans à travailler dans l'usine de son père, en fait,
Bon, je pense que le père d'Edouard Bach a réalisé que son fils n'était pas très doué pour les affaires, en fait, et il a été d'accord pour qu'il parte faire ses études de médecine. Et donc, il a obtenu son diplôme de médecin en 1912. Et en fait, c'était quelqu'un qui était bardé de diplômes, hein, parce qu'il était diplômé de médecine, diplômé de chirurgie. Il avait aussi un diplôme en santé publique. Et donc, une fois qu'il a terminé ses études et qu'il a commencé à exercer son métier, en fait, il a été très vite déçu par les résultats insuffisants des traitements médicaux et chirurgicaux de son époque. Et il ressentait en fait qu'il y avait quelque chose qui manquait, que bon, ses confrères en fait se focalisaient trop sur les symptômes et ne considéraient pas les personnes malades dans leur globalité. Et donc ça lui a donné, enfin ça l'a motivé en fait pour commencer à faire des recherches pour essayer de trouver des traitements plus efficaces. Et dans un premier temps, il s'est intéressé à l'immunologie. Et en fait, il a commencé à faire des travaux en bactériologie et à étudier certaines maladies chroniques chez les gens, en faisant en fait des analyses au niveau de la flore intestinale. Donc en fait, c'était déjà de ce côté-là un grand précurseur, parce qu'il a découvert l'influence des équilibres de la flore intestinale sur la santé des gens, hein, quand à l'heure actuelle, on connaît très bien l'importance du microbiote, et on sait que l'intestin est notre deuxième cerveau. Donc, à son époque, il a déjà eu l'intuition que ces déséquilibres au niveau de la flore bactérienne de l'intestin avaient un lien avec pas mal de maladies. Et en fait, donc, il a isolé 7 groupes principaux de bactéries, et à partir de là, donc, il a fabriqué des vaccins, et qui ont permis en fait de soulager un grand nombre de personnes qui souffraient de certaines maladies chroniques. Donc ça a été un tournant important de sa carrière. Sauf que en fait, c'était un bourreau de travail, hein, il travaillait jour et nuit. Et puis donc un jour de juin 1917, il s'est écroulé, victime d'une hémorragie interne abdominale, et on lui a en fait diagnostiqué un cancer de la rate. Donc il a été opéré, et en fait les médecins étaient très pessimistes et ne lui donnaient que 3 mois à vivre. Et donc ça l'a vraiment anéanti sur le coup, parce qu'il tenait tellement à accomplir son projet, à trouver cette manière de soigner naturelle et en douceur, qu'en fait, je pense qu'Edouard Bach, là, est un exemple vivant de la relation qui existe avec l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et notre santé physique, puisque contrairement au pronostic annoncé, en fait, il s'est remis complètement, et il a complètement récupéré, et il a recommencé, il a repris ses travaux de recherche. Et donc 2 ans après, donc en 1919, là c'est vraiment je pense le tournant de sa carrière, parce qu'en fait il a obtenu un poste à l'hôpital homéopathique de Londres, et c'est là qu'il a découvert donc les travaux de Samuel Hahnemann. Et pour lui, qui voulait soigner justement l'individu dans sa globalité sur tous les plans, bien évidemment, découvrir l'homéopathie, pour lui, ça a été une révélation, parce qu'il s'est totalement reconnu dans l'approche du malade, et non de la maladie qu'avait Hahnemann un siècle plus tôt, en fait. Et à ce moment-là, en fait, il a repris ces vaccins, et en fait, il les a préparés de manière homéopathique, donc sous forme de granules, et qui se sont révélés très, très efficaces également, et qu'on connaît encore sous le nom des nosodes de Bach. Mais en fait, donc, comme cet homme était, je pense, puriste et perfectionniste, son idée, c'était vraiment de faire appel à des substances totalement naturelles et dépourvues de toxicité pour soigner son prochain. Et bon, l'homéopathie, on sait très bien que ça n'a aucune toxicité, puisque les remèdes sont
très, très, très dilué. Mais en homéopathie, on a quand même des remèdes qui sont dérivés de poisons, hein, que ce soit l'arsenic, les venins de serpent, même dans le règne végétal, il y a des fleurs, la conite, la datura, bon, c'est des poisons violents, quoi. Donc lui, son idée, c'était de conserver cette approche homéopathique, mais de se concentrer sur le règne végétal, parce qu'il avait la préscience, en fait, que c'est au niveau du règne végétal qu'il allait trouver ce moyen qu'il cherchait de soulager ses semblables. Et en fait, en 1930, il a tout bazardé. Il a vendu son laboratoire, son cabinet de consultation, et il est parti s'installer au Pays de Galles, donc suivi par sa fidèle assistante. Et là, il a passé donc ses journées en fait à faire de longues promenades dans la nature. Et dans la mesure où il avait cette connexion au règne végétal et cette intuition hors du commun, en fait, il ressentait, en s'approchant d'une fleur, il ressentait sa vibration, et rien qu'en prenant un pétale d'une fleur dans sa main, il avait l'intuition, il savait sur quelle émotion ça allait pouvoir travailler pour rééquilibrer une émotion en déséquilibre. Et donc, il a trouvé donc des fleurs, et à la suite de ça, la deuxième intuition qu'il a eue, qui est assez bluffante, je trouve, c'est que en fait, il a ressenti que la rosée qui était sur les fleurs le matin, en fait, était chargée de la vibration de la fleur. Et il a pris conscience qu'en fait, les fleurs qui avaient été au soleil, la rosée qui avait été exposée au soleil, avait une action plus puissante que celle sur les fleurs qui étaient à l'ombre. Et ce qui fait que ça lui a donné l'idée donc de cueillir ces fleurs et de les mettre dans des récipients, dans de l'eau en pleine chaleur du soleil, pour préparer ces élixirs floraux qui sont donc maintenant connus sous le nom de fleurs de Bach. Donc, il en a comme ça découvert 38, donc qui permettent d'équilibrer en fait tous les déséquilibres émotionnels qu'on peut rencontrer chez les êtres humains, en fait. Et donc, il a mis ces élixirs-là au point. Et en fait, après, bon, il est quand même décédé relativement jeune, en 1936, à l'âge de 50 ans. D'accord. Quel beau parcours, en tout cas. Oui. C'est fou parce que je connaissais vraiment pas, je sais pas toi, Mélanie, hein, peut-être plus que moi, je pense, certainement. Mais je ne savais pas du tout que c'était justement par cette écoute, par cette intuition. C'est comme si à travers lui, on nous avait donné la possibilité de connaître ce moyen, en fait, c'est cette énergie-là. Voilà. C'est juste fou, en fait. Et ce qui est remarquable, c'est que en fait, non seulement donc ces élixirs floraux coûtaient très peu cher, et en plus, donc le souhait d'Edouard Bach, en fait, c'était d'avoir ce moyen simple pour que à terme, en fait, les gens puissent se soigner de façon autonome, quoi. Une fois qu'ils connaissaient un petit peu les fleurs, c'est de leur permettre de devenir indépendants. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, où on est vraiment dépendant du système médical, et voilà, c'est vraiment une façon de se soigner, de prendre soin de soi et de ces animaux tout à fait intéressante, quoi. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que déjà à l'époque, en plus de toutes les qualités de cet homme que je viens de citer, c'était également un défenseur de la cause animale.
Et en fait, donc il a laissé un livre qui s'appelle la guérison par les fleurs. Et dans ce livre, on trouve un passage qui est totalement d'actualité sur les animaux. Donc, il écrit sommes-nous encore si primitifs, si païens, que nous croyons toujours, en sacrifiant des animaux, pouvoir échapper aux conséquences de nos propres fautes et manquements. Il y a près de 2500 ans que le Seigneur Bouddha a montré au monde l'injustice du sacrifice de créatures inférieures. L'humanité a déjà contracté une lourde dette envers les animaux qu'elle a torturés et détruits, et loin qu'il en résulte quelque bien pour l'homme, ces cruelles pratiques ne peuvent que nuire à la fois aux gens humains et au règne animal. Donc, voilà. Et c'est toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Malheureusement. Ouais. Ouais, en tout cas, son parcours est vraiment très inspirant. Et je trouve merveilleux de justement qu'il ait eu cette envie de se rapprocher de la simplicité et de rendre ça accessible à tous. Parce que c'est souvent pas ce que les gens font en général. Ils ont ce besoin de rendre les gens dépendants. Et là, je trouve vraiment magnifique par des moyens accessibles de pouvoir prendre soin de ses animaux et de soi. Ça. Gratitude pour Monsieur Bach, merci. Vraiment. Donc du coup, comment est-ce que ça se passe en fait, techniquement, ces fleurs de Bach? Comment est-ce qu'elles sont préparées? Comment ça se passe? En fait, donc les fleurs qu'a découvert Edouard Bach pour fabriquer ces élixirs floraux, donc ce sont des fleurs sauvages. Et donc, en fait, qui sont récoltées en pleine nature pour préparer les élixirs. Et donc, les premières fleurs qu'il a découvertes, en fait, donc, il a préparé ses premiers élixirs donc, par ce qu'on appelle solarisation, c'est-à-dire que, bon, il y a des personnes donc, qui partent cueillir les fleurs le matin de bonne heure, par grand beau temps. Il faut que le ciel soit totalement dégagé et totalement ensoleillé. Donc les fleurs sont cueillies donc avec dans une attitude, le cueilleur doit avoir une attitude de respect, ne doit pas toucher la fleur, doit être en gratitude pour ce que la fleur va apporter. Donc les fleurs sont cueillies comme ça très délicatement et donc sont placées à la surface d'un récipient en verre qui est rempli d'eau de source et qui est sur le lieu de la cueillette en fait, et donc elles sont comme ça exposées aux rayons du soleil pendant 3-4 heures, et donc au bout de 3-4 heures, on voit qu'il y a des petites bulles qui se forment et qui indiquent en fait que le processus du transfert de l'information vibratoire de la fleur dans l'eau est terminé. Et donc à ce moment-là, donc on filtre l'eau, et donc cette eau est mélangée pour moitié avec de l'alcool, donc généralement du brandy ou du cognac biologique qui sert de conservateur, et ce qui permet d'obtenir ce qu'on appelle les essences mères. Et donc en fait, ces essences mères après donc sont utilisées dans les laboratoires pour fabriquer donc ce qu'on appelle les flacons de première dilution, c'est-à-dire que les petits flacons qu'on trouve dans le commerce ou sur Internet. Et donc pour faire ça, donc généralement il y a une dilution au 250e, donc on prend une goutte de l'essence mère qu'on va diluer dans 249 gouttes de brandy ou de cognac. Et donc, ça permet donc d'avoir ces flacons de première dilution. Après, donc dans les fleurs qu'il a découvertes par la suite, donc il y a des fleurs d'arbres et d'arbustes qui en fait sont fleuries alors que l'intensité du soleil n'est pas suffisante pour que le processus de solarisation soit efficace.
Et donc pour ces fleurs-là, donc on procède donc par ébullition, c'est-à-dire que les fleurs sont cueillies de la même manière, mais on les met à bouillir dans de l'eau pendant 30 minutes. Et ensuite, bon, après, c'est pareil, on filtre, on attend que ça refroidisse et on mélange pour moitié avec du brandy ou du cognac biologique. Voilà. Et sinon, donc, il y a une dernière essence florale qui, en fait, n'est pas une fleur, puisque c'est rock water, donc c'est juste de l'eau de source. Et donc là, ben, c'est donc de l'eau de source qui est mélangée pour moitié, pareil, dans de l'alcool pour conserver. Et je ne sais pas si tu nous l'as dit avant, mais il y a combien de fleurs de bac? 38. Il y a 38 fleurs. Et ces 38 fleurs, c'est lui qui les a Tout à fait. découvertes? Oui. Et du coup, comment ça se passe? C'est bon, voilà, je pose une petite question, ça vient. On s'arrête sur 38, où il y a des personnes qui testent d'autres avec leur intuition, comme il a fait lui dans le processus, pour justement ajouter, ou comment ça se passe du coup? Donc en fait, donc Edward Bach, donc dans son travail de recherche sur les fleurs, donc en a testé, je sais pas, peut-être des milliers, et donc il a sélectionné ces 38 fleurs, donc qui constituent les fleurs de Bach. Mais après, donc par la suite, bon, ces travaux de recherche ont été repris, et à l'heure actuelle, bon, on a ce qu'on appelle des élixirs floraux contemporains. Il y a des élixirs floraux andins, il y a des fleurs du bush. Enfin, il y a tout un tas, en fait, à l'heure actuelle, d'élixirs, quoi, au-delà des 38 fleurs de Bach. D'accord. Donc, Okay. qui ouvre des perspectives, mais Merci pour cette mais précision. en ce qui me concerne, je fais partie des personnes. Enfin, je considère que, enfin, faudrait déjà plus d'une vie pour vraiment connaître toutes les subtilités de ces 38 fleurs, quoi, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il existe tout un panel d'autres élixirs floraux à l'heure actuelle, quoi. Oui, et puis par rapport à ça, moi, ce que je me dis aussi, c'est, bah, nous, on est en Europe, et je pense que les résonances par rapport aux végétaux, c'est peut-être plus intéressant pour nous aussi de travailler avec des fleurs qui sont enfin, où on habite, plutôt que travailler avec celles du bush australien, où là, ben, peut-être que les résonances seront pas les mêmes et les actions non plus, étant donné que c'est pas notre culture, c'est pas de là où on vient, même si j'imagine que ça amène aussi Oui. beaucoup de bien-être, mais c'est, pour moi, je trouve aussi intéressant de travailler au niveau local, par rapport à ce que la nature nous présente ici, en fait. Tout à fait. Après, bah, tout dépend en fait des thérapeutes floraux et de ce qui va résonner pour eux, quoi, hein. Ça, Après, je trouve intéressant aussi les élixirs floraux contemporains, parce que là, il y a 96, enfin 96 oui. fleurs en plus. Tout à fait. Et je trouve que c'est aussi intéressant parce que bah, de le tester peut-être soi-même, vu que c'est vraiment des fleurs qui sont que l'on trouve ici dans la nature au printemps Tout à fait. et Tout à fait. l'été. Ouais. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez nous dire, voilà, dans le chat, si vous avez déjà utilisé, vous, pour vous-même, des fleurs de bac. Ce serait intéressant de savoir et avoir un peu votre retour. Ce serait, je pense, sympa de nous dire ça dans les commentaires, si vous voulez bien partager. Moi, personnellement, oui. J'en utilise de temps en temps et ça me fait énormément de bien, vraiment. Il y a Marlène qui elle travaille aussi avec les devas, c'est justement les élixirs les élixirs floraux contemporains. D'accord. Ok.
Avant de continuer, on a Jocelyne qui pose des questions. Donc, bonsoir Jocelyne. Peut-on prendre les fleurs de bac en même temps que la prise de médicaments? Alors, bonsoir Jocelyne. Oui, tout à fait. Donc, on peut sans aucun problème associer la prise de fleurs de bac à d'autres médicaments, puisque en fait, donc, les fleurs de bac donc, constituent une médecine vibratoire et donc il y a, comme en homéopathie, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de molécules dans les flacons d'élixir floraux. Ce qui permet donc de les associer à des traitements médicamenteux allopathiques, à des traitements phytothérapie, à de la gémothérapie. C'est vraiment, il n'y a aucun souci. Et aucune toxicité de ce fait aussi. Et donc, deuxième question. Du fait de la présence d'alcool, les femmes enceintes et les enfants peuvent-ils prendre des fleurs de bac? Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais l'expliquer maintenant parce que bon, donc tout à l'heure, donc j'ai expliqué que bon, les laboratoires fabriquent donc des, des, des élixirs en première dilution et ensuite donc beaucoup de thérapeutes floraux en fait travaillent ensuite en deuxième dilution, c'est-à-dire que en fait, on va partir donc d'un flacon de première dilution et on va prendre un flacon de 30 millilitres rempli d'eau de source. Et dans ce flacon de 30 millilitres rempli d'eau de source, on va rajouter 2 gouttes de chaque fleur qu'on aura sélectionnée. Donc déjà, l'alcool est très dilué. Donc ça ne représente pas de risque de toxicité. Il faut savoir que certains laboratoires font des présentations à base de sirop d'érable au lieu d'alcool, donc il y a plus du tout d'alcool. Et en ce qui me concerne, donc je travaille en fait donc avec des fleurs de bac qui s'appellent les fleurs de bac de l'Atlas, donc qui sont conservées sans alcool également. Donc parce qu'en fait, donc quand le fait de diluer comme ça 2 gouttes de chaque fleur dans 30 millilitres d'eau, pour l'animal, il n'y a plus de toxicité. Parce qu'en revanche, bon, au niveau si on prend un flacon de première dilution, selon les laboratoires, on est entre 20 et 40% d'alcool. Donc là, ça, pour moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est quand même problématique parce que ça fait beaucoup d'alcool. Enfin, on donne 4 gouttes 4 fois par jour si on fait des traitements sur plusieurs mois. Et en plus, bon, pour l'animal, c'est vraiment pas agréable au goût, quoi. Donc, bon, en revanche, une fois que c'est dilué, bon, la présence d'alcool ne présente pas de danger pour l'animal. En revanche, les animaux étant beaucoup plus sensibles au niveau gustatif et olfactif que nous, ça peut quand même les déranger. En fait, donc, je suis passée aux fleurs de bac de l'Atlas, justement, grâce au chien d'une amie à qui j'avais envoyé un flacon. Et en fait, le chien, même si c'était très, très dilué, il a jamais, enfin, il a senti quand même l'alcool et il n'a jamais accepté de prendre des fleurs. Donc, Et justement, par rapport à ça, donc Véro, bonsoir, qui nous pose cette question, doit-on ou peut-on ventiler les fleurs de bac avant de les donner aux animaux? oui, oui, c'est possible aussi, oui, tout à fait. Ok. Ça peut du coup être un peu plus doux pour eux, Voilà. de préparer un peu d'avance. Ok, génial. Donc, merci pour ces questions. Ah, alors, on va continuer. Donc, Marlène. Pour les êtres sensibles, enfants ou animaux, on peut les mettre en bain ou sur la peau. Oui, tout à fait,
sur la peau de l'animal, c'est tout à fait envisageable, en effet. D'accord. En fait, on peut la façon la plus douce, en fait, c'est d'en mettre sur les mains et après de caresser l'animal, quoi. Ah oui, je ne savais pas qu'on pouvait aussi faire comme ça. En fait, le but, bon, l'administration des fleurs de bac à un animal, c'est une approche complémentaire naturelle qui doit se faire dans la douceur. Je veux dire, ça n'a pas de sens de courir après le chat et d'envelopper dans une serviette et dire ah, ouvre la gueule que je te fasse avaler. Non, ça, enfin, je veux dire, le but, c'est justement que ça soit administré dans la douceur à l'animal sans lui déclencher de stress, sans que ce soit contraignant. Donc après, on s'adapte à l'animal, sachant que on peut tout à fait, une manière très simple de les administrer, c'est de les mettre dans l'eau de boisson. On peut les mélanger à la nourriture, les verser sur une friandise. La seule chose au niveau en ce qui concerne la prise dans l'eau de boisson, particulièrement pour les chats, c'est de vraiment être sûr que le chat va boire dans la gamelle où on a mis les fleurs plusieurs fois dans la journée. Parce que si ça fait partie des chats qui vont boire au robinet ou dans une flaque d'eau dans le jardin, bon, ça va pas fonctionner, quoi. Ouais, Et pour les animaux vraiment qui vont tolérer, enfin, ou pas accepter ni l'une ni l'autre de ces façons d'administration, on peut effectivement donc leur en mettre un petit peu sur le pelage, sur la peau. Ça peut aussi aider à faire passer l'information. d'accord, ok. Merci pour ces astuces et ces précisions. Dernière question de Jocelyne, puis après on continue. Est-ce que les fleurs de bac fonctionnent aussi rapidement sur les animaux que sur les humains? Et en combien de temps agissent-elles? Alors, j'aurais tendance à dire que parfois, elles vont fonctionner plus rapidement sur les animaux dans la mesure où il n'y a pas l'effet du mental qui va venir interférer. Et en fait, moi, chaque animal est unique et on peut avoir des animaux par exemple, sur des phénomènes aigus comme une crise de panique qui vont très très vite être soulagés en quelques heures. Et après, bon, pour des problématiques émotionnelles plus anciennes, plus lourdes, ça va parfois demander plusieurs semaines. Ce sont ces élixirs floraux ont une action douce et il faut également donc être patient pour parfois observer leurs effets. Hein. Ce ne sont pas des baguettes magiques, ce n'est pas du Prozac en gouttes, mais leur effet va être plus durable après dans le temps et sans les effets secondaires. Merci pour ces précisions. Alors, donc on va partager la prochaine diapo. Donc, on est sur les modes d'action. Voilà. Donc, je voulais dire un petit mot sans rentrer dans des discours scientifiques trop complexes parce que, bon, on entend souvent que, bon, les fleurs de bac, il y a rien dans les flacons, donc c'est que du placebo, on fait que prendre de l'eau alcoolisée, donc, enfin, bon, c'est décrié par une certaine partie des scientifiques et en fait, bon, à l'heure actuelle, on ne sait pas expliquer précisément l'action des fleurs de bac, mais en revanche, donc les progrès de la science à l'heure actuelle et les avancées qui ont été faites
en physique quantique donnent des pistes sur le mode d'action des fleurs, hein, sachant que bon, pour moi, les élixirs floraux font partie des thérapies informationnelles, c'est-à-dire que en fait, donc, quand on met les fleurs dans l'eau sous l'action du soleil, il se produit un transfert de l'information vibratoire de la fleur dans l'eau. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle encore, la mémoire, la théorie de la mémoire de l'eau est fortement critiquée. Tout dépend, en fait, c'est sûr que si on se place dans le cadre de la physique newtonienne, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. En revanche, bon, si on s'intéresse un petit peu aux recherches actuelles en physique quantique, on trouve des informations qui expliquent cette capacité de l'eau à mémoriser des informations d'ordre électromagnétique, en fait. En fait, c'est une médecine vibratoire, donc qui va agir sur le plan émotionnel. Bon, quand je suis venue au mois de février, j'ai un petit peu expliqué que que ce soit chez l'humain ou l'animal, nous sommes des êtres d'énergie et au-delà de nos corps physiques, nous avons des corps énergétiques et donc les fleurs vont agir sur le plan émotionnel. En fait, bon, quand un animal est en bonne santé, il est sur une fréquence vibratoire d'harmonie et en fait, donc sous l'effet d'émotions négatives qui vont être trop intenses ou trop prolongées dans le temps, ça va perturber sa vibration d'origine et du coup, donc, on va avoir donc des troubles émotionnels qui vont se développer, donc avec des troubles du comportement à la clé. Et donc, l'administration de fleurs de bac permet donc de justement cette réharmonisation de l'état animal, de l'état émotionnel de l'animal, et permet de revenir sur sa fréquence initiale de bonne santé, en fait. En fait, j'aime bien, pour schématiser, prendre le petit exemple, parce qu'en fait, sur les effets de résonance et donc passer par un petit schéma sur la musique. Donc, par exemple, imaginons, Pauline, que tu sois vibratoirement en harmonie sur la fréquence de la musique de Mozart. Donc, voilà, tu es chez toi, tu écoutes du Mozart, tu es épanoui, en harmonie totale. Et puis, imaginons, tu es invité à une soirée, et donc tu te rends à cette soirée, et puis tu vas te prendre de la musique techno pendant 3 heures à fond dans les oreilles. Bon, ça va durer le temps d'une soirée, bon, tu vas rentrer chez toi, tu vas te faire couler un bain, tu vas te remettre une petite sonate de Mozart et tu vas retrouver ton harmonie vibratoire. Après, imagine, tu habites dans un immeuble, dans un petit appartement qui est mal isolé et tu as des nouveaux voisins qui aménagent et en fait, eux, ils ont une grosse chaîne stéréo avec des super enceintes et ils écoutent du heavy metal du matin au soir et non-stop. Et donc, je pense qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, selon en fait ta personnalité, soit tu vas être en dépression totale, complètement désespéré sur ton canapé, ou alors tu vas péter un plomb et tu vas aller fracasser la chaîne stéréo du voisin. Et en fait, c'est ça, c'est cette question de résonance, d'harmonie en fait. Et donc, il y a les fleurs de Bach apportent une information vibratoire qui permet donc de réharmoniser notre propre vibration, en fait. Oui, ça illustre vraiment très bien ton exemple. D'ailleurs, à son époque, Edvard Bach, je trouve, a expliqué l'action de ces élixirs floraux et de manière très poétique, mais de façon très actuelle, je trouve. Il a écrit « Elles guérissent non pas en attaquant la maladie,
mais en inondant notre corps de belles vibrations de notre nature supérieure devant laquelle la maladie disparaît comme neige au soleil. Donc, il y a vraiment cette notion d'apporter de l'information, des vibrations pour réharmoniser et revenir à un état de bien-être et de santé globale, quoi, en fait. Mm. Ah, c'est ça, c'est ce retour à soi, cette reconnexion à soi et à notre être profond, en fait. Voilà. Ça me parle beaucoup, ouais. C'est des choses que je partage justement à mes élèves en commençant par ça, hein. Retrouvez votre état vibratoire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans tout le quotidien de votre vie, quoi. Et en général, ça fait beaucoup de bien aussi aux animaux qui nous entourent parce que comme on vibre sur une belle fréquence qui est bien, je pense qu'aussi il y a une répercussion sur nos animaux. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il est souvent intéressant pour le gardien de prendre également des fleurs de bac en même temps que son animal, parce que si l'animal va mieux, mais que le gardien est tout déprimé au fond de son canapé, ça va pas aller non plus. Donc, Ouais. Ouais, ça, en fait, on est en fait de la musique, quoi. De la musique dans le sens où on a chacun notre mélodie et puis quand ça, tout est en harmonie, tout se passe bien. Puis dès qu'il y a un instrument qui faiblit ou qui joue trop fort, là, on sent le déséquilibre, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ton exemple. Donc du coup, j'ai répondu à la question de Jocelyne. L'animal prend-il les émotions de son maître si celui-ci est très mal? Donc juste une précision, en communication animale, connexion intuitive, tout ça, nous les maîtres, on les appelle les gardiens. Voilà. Donc si vous nous entendez dire gardien, en fait, c'est l'équivalent, voilà. On préfère dire maître. Donc on préfère dire gardien que maître, en fait. Voilà. Donc, donc on a répondu. Philippe. Philippe. Qui nous demande que fleur de bac interfère sur la fréquence vibratoire. Alors, encore une fois, hein, on n'a pas d'explication scientifique exacte sur le fonctionnement des fleurs de bac, mais en fait, on sait très bien que quand on est en état de mal-être ou si on souffre d'une maladie, cette maladie, en fait, ou ce mal-être a pris son origine au niveau d'un plan énergétique, d'un de nos corps énergétiques, en fait. Et donc, c'est sur ce plan-là, en fait, que l'action des fleurs va se faire. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris aussi, c'est quand elles sont sélectionnées, choisies, cueillies, il y a toute cette histoire d'intention et de qu'on émet. Donc il y Oui, a vraiment tout un rituel derrière, tout un respect de ces êtres, en fait, que sont ces plantes, ces fleurs. Donc tout voilà. ça, ça amène énormément au niveau énergétique et au niveau vibratoire. Après, je sais pas si voilà, certains sont un peu sceptiques, mais il y a aussi cette histoire, comme on disait, de l'eau. Quand on va en ville, et ben, qu'on demande de l'eau au pichet, elle a ce goût de javel qui est très Oui, désagréable et tout ça. Et en fait, on peut réharmoniser l'eau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà testé. Et réharmoniser cette eau par intention et en mettant nos vibrations dedans. Et quand on a l'habitude de le faire, moi je sais que je le fais pour moi, et donc l'eau n'a plus ce goût de javel en fait. L'eau a changé. Donc elle a pris l'information que moi je lui ai donnée pour pouvoir me nourrir, nourrir mes cellules euh, de la meilleure façon qui soit. Donc je pense que voilà. c'est une Bah, cohérence de tout ça. tout à fait, tout à fait. Donc il y a cette notion de toute façon d'eau qui transporte des informations d'ordre électromagnétique et par ailleurs, si certains ont lu le livre du scientifique américain Bruce Lipton, donc qui a écrit un best-seller hein, qui s'appelle Biologie des croyances, dans lequel
il rapporte ses travaux de recherche. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la membrane cellulaire et qui, en fait, a démontré que pendant très longtemps, on a cru que dans une cellule, le cerveau, c'était le noyau, et en fait, le vrai cerveau de la cellule, c'est sa membrane, puisqu'au niveau de la membrane, il y a des récepteurs. Et en fait, Bruce Lipton a mis en évidence que les récepteurs peuvent réagir, certains récepteurs dans la membrane de la cellule peuvent réagir donc à des substances matérielles comme par exemple des hormones, mais qu'elles elles réagissent aussi à la lumière et au son, quoi, à des choses immatérielles, quoi, qui vont aller stimuler ces récepteurs et après aller donner une information au niveau de l'ADN. Enfin, c'est passionnant, quoi. Si on prend un petit peu de temps et d'énergie neuronale pour se pencher sur les travaux scientifiques actuels, bon, j'avoue, je suis pas une physicienne avertie, mais ça donne vraiment des pistes sur le mode d'action de thérapeutiques qui sont malheureusement encore totalement décriées aujourd'hui, comme l'homéopathie ou les élixirs floraux. Oui, puis surtout les études scientifiques à partir de 2010, parce que c'est ça qui est moins présenté. Et c'est là qu'il y a le plus, depuis 2010, qu'il y a eu le plus d'avancées au niveau scientifique et d'études qui ont été refaites par la suite. Ce qui a été fait avant, s'il y a beaucoup de manque d'informations, en fait. Donc, alors j'ai un Facebook user, excusez-moi pour mon accent. Ça doit être clair. Le docteur Longdeschamps montre très bien des travaux au niveau quantique et vibratoire de l'eau et de l'information. Oui. Okay. Il y a vraiment beaucoup de publications scientifiques à l'heure actuelle de haut niveau, quoi. Il y a également le professeur Marc-Henri, qui est enseignant-chercheur à la faculté de Strasbourg et qui travaille depuis de très nombreuses années sur l'eau pour en étudier ses propriétés. Et il y a beaucoup de vidéos qu'on peut regarder sur YouTube et c'est assez passionnant. À l'heure actuelle, il travaille il fait des recherches en collaboration avec un botaniste pour en fait essayer de faire des traitements à grande échelle sur les cultures avec de l'eau informée pour les protéger contre les parasites, dans l'idée d'un jour se passer des pesticides et toutes ces cochonneries. Mais on est bien d'accord que ce soit les pesticides sur les cultures ou les médicaments des labos pharmaceutiques, bon, ça ne sert pas trop les intérêts, ce genre de recherche. Donc, ça ne va pas être non plus ni médiatisé. Voilà, bref. Bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe, que ça se fait. Et puis si voilà, vous êtes passionné par tout ça, faites vos recherches, allez voir. Vous avez eu quelques noms là ce soir. Donc c'est bien aussi, voilà, à nous d'aller creuser, d'aller voir, d'aller se renseigner. Je pense que, enfin, l'attitude d'un scientifique doit être teintée quand on se prétend scientifique, on doit être curieux et je pense que, bon, d'une part, on doit pouvoir admettre qu'il y a des choses qui existent et qui fonctionnent sans qu'on ne sache encore à l'heure actuelle les expliquer. Et puis, il faut, oui, vraiment avoir cette curiosité. Et je veux dire, bon, moi qui m'intéresse également à l'homéopathie, je veux dire, quand j'entends tous ces gens qui disent que c'est de l'esbrouf, que ça n'a aucune efficacité, je suis désolée, quand vous voyez, vous avez un petit labrador de 4 mois qui vient d'être en contact avec des chenilles processionnaires et qui a une langue qui a
quintuplé de volume et que 2 heures après, une injection d'anti-inflammatoire, la prise en charge de la douleur, l'avoir mis sous perfusion, la langue, elle est tellement grosse qu'elle rentre, elle déborde de la gueule et que bon, en cherchant, j'ai l'idée d'un remède homéopathique que j'administre et 2 heures après, la langue a complètement désenflé et le lendemain, le petit chiot, il est en pleine forme, il saute partout, il y a juste une petite zone limite nécrosée, mais pratiquement rien. Bon, enfin, dire voilà quoi. Enfin, faut expérimenter quoi. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise ouais, c'est de l'esbrouf, ça marche pas, etc. Mais enfin, je veux dire, essayer avant de Oui, c'est ça. le condamner, quoi. Faire ses propres Voilà, expériences, pratiquer et ensuite on se fait une idée derrière. voilà. Ça, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Et ben justement, on va aller parler justement là, des émotions, les émotions primaires chez l'animal. Et donc du coup, tu vas nous parler de tout ça. Alors, hop. Alors, donc les émotions chez l'animal, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que on a pendant très longtemps considéré que c'était de l'anthropomorphisme que de penser que les émotions pouvaient ressentir, les animaux pouvaient, pardon, ressentir des émotions comme nous, les humains. Et en fait, bah, ce n'est qu'en 2015 que la, la législation a changé et que le statut juridique des animaux a été modifié et qu'on on a arrêté de les considérer comme des meubles et qu'on les a considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, quoi. Donc ça, ça date de 2015, quoi. Donc c'était hier, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Mais donc aujourd'hui, il est tout à fait reconnu et prouvé que les animaux donc éprouvent donc les mêmes émotions que nous. Alors, et ça se comprend dans la mesure, bon, émotion, le mot émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Et en fait, donc l'émotion, c'est une réaction de l'organisme pour faire face à une situation donnée. Et donc, ça va entraîner des modifications physiologiques comme une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire. Et donc, à l'heure actuelle, donc on reconnaît aux animaux donc les mêmes émotions primaires que nous, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la peur, la joie, la surprise et le dégoût. Alors, je vais passer donc, à la prochaine diapo. Et tu vas nous parler des 7 familles, du coup, des fleurs de bac. Prenez des notes, les amis. Alors, quand Edward Bach en fait a travaillé, donc faisait ses recherches en bactériologie et a mis en évidence donc ces déséquilibres au niveau de la flore intestinale chez les personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Donc en fait, il a isolé donc sept familles donc de bactéries principales et en fait, comme il était très très observateur, il a réalisé que en fait, selon les bactéries
qui étaient là en trop grand nombre au niveau intestinal, on allait avoir une corrélation avec certains profils psychologiques particuliers des personnes. Donc, en fait, Edward Bach, il était capable avec une analyse de sel, de savoir quelle était la personnalité du malade, en fait. Et à l'inverse, connaissant la personnalité du malade, il avait une idée des bactéries qu'il allait trouver au niveau de l'analyse des selles. Et, en étudiant plus profondément donc ses contemporains autour de lui, donc il les a en fait classés donc en 7 familles selon les émotions prépondérantes qu'ils manifestaient au niveau de leur caractère. Donc c'est cette famille-là que j'ai mis sur ma petite diapo avec des animaux. Donc, la première famille, c'est la famille des peurs. Donc, on a dans cette famille donc des fleurs qui permettent de prendre en charge différents états de peur. Dans ce groupe, par exemple, on trouve. Alors, quand je vais parler des fleurs, je vais donner leur nom en anglais et leur nom en français derrière, comme ça, selon les personnes qui les connaissent sous leur nom anglais ou français. Donc, dans la famille des peurs, donc on a rock rose, donc en français l'hélianthème, qui est une fleur qui permet d'apaiser les peurs paniques. Dans le groupe doute et incertitude, en fait, on va trouver des fleurs qui vont parfois permettre d'avoir davantage confiance en soi ou de retrouver du dynamisme. Donc, dans ce groupe, on a par exemple gentiane, donc la gentiane, qui va être intéressante pour des chiens qui manquent de confiance, par exemple des chiens de travail qui après avoir raté un truc, en fait ils vont avoir du mal à reprendre leur motivation et ils vont manquer de confiance. Donc Gentiane va permettre de ramener de la confiance et de remotiver l'animal. Dans le groupe manque d'intérêt pour le présent, donc comme le nom l'indique, donc on va trouver des fleurs qui vont aider pour la prise en charge en fait d'émotions qui vont entraîner en fait un manque d'ancrage. Et donc dans ce groupe manque d'intérêt pour le présent, il y a alors c'est la seule, c'est pas une fleur, c'est en fait c'est un bourgeon, donc c'est chestnut bud, le bourgeon de marronnier, donc qui est très très utile chez les animaux puisque c'est un bourgeon qui permet d'augmenter la concentration de l'animal et qui est très utilisé donc dans le cadre de l'éducation et de l'apprentissage, quoi, quand on veut que l'animal enregistre un nouveau comportement plus rapidement, plus facilement, qu'il soit plus attentif. Chestnut bud, donc le bourgeon de marronnier, est vraiment très, très intéressant à utiliser. Après, donc dans le groupe suivant, donc on va trouver des fleurs qui sont en lien avec le sentiment de solitude. Et dans ce groupe, on va également avoir une fleur très intéressante chez nos animaux, en particulier chez le chien, Heather, la bruyère, donc qui va être très utile pour les chiens qui ne supportent pas de rester seuls et qui stressent quand ils restent seuls. Donc la fleur Heather donc permet d'apaiser l'animal et de limiter son stress quand il est seul. Le groupe hypersensibilité aux influences et aux idées, en fait, il y a, comme son nom l'indique, il y a donc cette notion d'hypersensibilité et avec la plupart des fleurs, d'avoir du mal à avoir des limites, en fait. Et bon, on sait que les animaux en plus sont de véritables éponges émotionnelles, et donc dans le groupe hypersensibilité aux influences et aux idées, il y a une fleur très 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 utilisée aussi comme chestnut bud que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est walnut, la fleur de noyer.
parce que d'une part, donc cette fleur, c'est la fleur de l'adaptabilité, hein, elle permet de s'adapter plus facilement à tous les changements de vie, mais c'est également une fleur d'hypersensibilité et donc qui permet en fait d'apporter une protection émotionnelle aux animaux en fait pour limiter l'impact des émotions extérieures sur eux. Alors bon, dans le groupe abattement, désespoir, bah, donc là, c'est évident, on va trouver des fleurs qui vont être utiles pour les animaux qui sont tristes, qui sont déprimés. Et donc, dans ce groupe, on trouve également une fleur très importante qui est Star of Bethlehem, donc l'étoile de Bethléem, qui est la fleur qui permet, qui est très utile donc dans les cas de choc, de traumatisme, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Et donc, elle est surnommée la fleur de la consolation. Et donc, elle permet de cicatriser les blessures, parfois que ce soit des chocs récents ou anciens, en fait. Elle permet de cicatriser ces blessures et d'apporter donc consolation et apaisement. Et donc dans le dernier groupe, donc souci excessif du bien-être d'autrui. Alors bon, les personnes qui connaissent pas plus que ça les fleurs de Bach, ce nom de ce dernier et septième groupe de fleurs de Bach peut parfois faire s'interroger, parce que on pourrait penser, mais bon, ce souci du bien-être d'autrui, c'est bien de se soucier du bien-être d'autrui, on est altruiste, c'est génial, mais il y a quand même le mot excessif, l'adjectif excessif, et en fait, donc là-dedans, on va trouver des fleurs pour lesquelles donc l'émotion chez la personne, l'état émotionnel, ça va être plus dans un contrôle de l'autre. Et donc, pour prendre un exemple de fleur de ce groupe-là, c'est chicorée, donc la chicorée, qui est en fait associée à un sentiment d'amour possessif, en fait, et qui est très utilisé aussi chez le chien dans le cadre de l'anxiété de séparation, quand il y a un lien d'attachement excessif de l'animal pour son gardien, et que l'animal supporte pas d'être séparé de son gardien, quoi. Voilà les 7 groupes des fleurs de Bach. Merci pour cette présentation, Anne-Claire. C'est vraiment très intéressant de justement pouvoir faire le lien avec les émotions. Et puis aussi, ce que Edouard Bach a pu découvrir avec le microbiote intestinal. Et après, j'imagine aussi que vu que les animaux n'ont pas le petit vélo dans la tête comme nous, qui ruminent sans arrêt, ils n'ont pas ce mental, j'imagine que c'est aussi une façon pour eux différente que nous de vivre ces émotions-là sans forcément s'identifier à ça. Sachant toutefois qu'il y a quand même des animaux qui vont exprimer leur mal-être à travers des tocs. Alors bon, c'est pas forcément de la rumination mentale, mais ça va être du léchage intempestif, de tourner sur soi-même pour attraper sa queue non-stop, d'essayer d'attraper les mouches imaginaires. Enfin, donc. Ouais, c'est vraiment dans le compulsif. Voilà. C'est plus une non-maîtrise de quoi? La vibration qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui leur fait agir ainsi, plutôt que le mental qui s'enclenche, en fait. Oui, en fait, c'est un peu comme un humain qui va se ronger les ongles, quoi. Enfin, ça permet une décharge émotionnelle, en fait, à travers ces comportements compulsifs. Oui. Et puis, est-ce que, par exemple, là, tu parlais d'un échec au niveau du travail, donc je fais aussi le parallèle, par exemple, avec les chevaux.
qui peuvent, par exemple, justement avoir des échecs au Mmh. niveau du Oui, travail qu'ils tout à font. fait. Mmh Donc, mh. c'est aussi, on peut travailler de la même manière avec, les chevaux Absolument, et les ouais. fleurs de bac Mmh. qu'avec les chiens. Oui, tout à fait. Mmh mh. Merci. Et du coup, est-ce qu'on peut mélanger en fait? Parce qu'il peut y avoir peut-être plusieurs émotions qui se cachent derrière un comportement, Ouais. comme Mmh. dans la peur et dans l'anxiété de séparation. Donc est-ce qu'on peut mélanger justement des Ah oui, fleurs et jusqu'à combien de fleurs on peut mélanger oui. en fait? Donc c'est l'intérêt, justement des fleurs de bac, c'est qu'on peut faire, avec les différents élixirs, floraux, donc des mélanges sur mesure pour l'animal. C'est vraiment tout l'intérêt de cette thérapeutique, hein, pour moi et donc on peut aller jusqu'à, 7 fleurs dans un mélange, hein, par exemple, effectivement, ben, dans un problème d'anxiété de séparation, on va pouvoir donc associer ben, la fleur Heather, la bruyère, pour le fait de ne pas tolérer d'être seul, la fleur chicory pour euh, atténuer l'hyperattachement au gardien et que l'animal accepte de rester séparé de son gardien. Si l'animal, ben, quand il reste seul, il fait des crises de panique, on va pouvoir également mettre Rock-Rose Lévianthème, qui est la fleur de la panique, dans le mélange. Si il a il perd le contrôle, il a des comportements incontrôlables, on va pouvoir aussi rajouter une autre fleur qui s'appelle Cherry Plum, qui est la fleur du prunier mirobolant et qui permet justement de retrouver des autocontrôles et de calmer les réactions impulsives de l'animal en fait. Donc oui, on peut faire plein de mélanges selon la problématique comportementale et les émotions de l'animal. Et donc du coup, tu pourrais nous parler des principales, indications, fleurs de bac? Voilà, je vais faire un petit tour donc des principaux troubles émotionnels qu'on peut soulager chez le chien et chez le chat à l'aide des fleurs de bac. On Avant peut toute chose, commencer par je vais, oui, vas-y. ouais, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. non, c'est pas grave. Ce que je tiens à souligner, c'est que donc les fleurs de bac donc sont une approche complémentaire naturelle, donc complémentaire et comme je l'ai déjà souligné lors de mon passage au mois de février, moi je défends à 300% le concept de médecine intégrative. Donc les fleurs de bac ne doivent pas faire arrêter un traitement allopathique éventuellement prescrit à l'animal par un vétérinaire. Ça, c'est une première chose. Mais elles peuvent donc se donner en complément de ce type de traitement. La deuxième chose, c'est avant de partir à donner des fleurs de bac parce que on pense que son chien est déprimé parce que ça fait 3 jours qu'il mange pas. C'est quand même, enfin, je conseille de voir un vétérinaire de façon à s'assurer qu'il n'est pas en train de faire, qu'il mange pas parce qu'il fait une occlusion intestinale ou avant de se dire que son chat est déprimé lui aussi parce qu'il ne bouge pas et tout, ben, l'amener chez le véto parce qu'il est peut-être en train de commencer un coryza et il ne bouge pas parce qu'il a 40 de fièvre et voilà. Donc il faut vraiment garder cet aspect de toujours consulter un vétérinaire si vraiment il y a des symptômes alarmants chez l'animal. Hein. Bien sûr. Tout à l'heure, dans les indications pour les chats, il y a les problèmes de marquage urinaire. Bon, c'est pareil, il vaut mieux vérifier qu'il n'y a pas une Mmh. infection urinaire, une cystite qui entraîne de la douleur chez le chat. Bon, on pourra
évidemment donner des fleurs de bac au chat pour le soulager sur le plan émotionnel, mais il faut peut-être aussi donner des médicaments allopathiques pour prendre en charge la douleur sur le plan physique. Et dernière chose donc sur laquelle je veux insister par rapport aux fleurs de bac, c'est que ce ne sont pas des baguettes magiques et que en fait, bon, les troubles comportementaux chez nos animaux de compagnie sont parfois en fait des manifestations d'un mal-être parce que leurs besoins fondamentaux ne sont pas respectés dans leur vie. Je déplore un petit peu que, ben, en fait, s'il y a des chiens qui font des dégâts parce qu'en fait, ben, ils vont passer 16 heures enfermés dans un petit appartement et qui sont pas assez sortis, qu'ils n'ont pas l'occasion de se dépenser suffisamment. Bon, c'est évident que, enfin, on va pas faire de miracle avec les fleurs de bac, quoi. Et je pense que à l'heure actuelle, il y a un excès d'étiquetage de chiens sous l'appellation anxiété de séparation, alors que c'est juste des chiens qui s'ennuient, quoi. Et bon, ben, ils s'ennuient toute la journée, donc bon, tiens, je vais décaler ton canapé et puis ça va passer le temps, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse importante que je voulais faire. Voilà. Oui, c'est très important et puis je pense que c'est bien d'avoir conscience quand on cherche une solution justement à une problématique comme ça, comme tu viens de l'évoquer, c'est de se dire en tant que gardien conscient, ben, j'écoute, j'analyse et qu'est-ce que je peux moi aussi mettre en place pour que Voilà. l'animal aille bien sans le bourrer de cachetons et le mettre à plat et comme ça il dort la journée et puis je suis tranquille, il se passe plus rien quoi. Voilà. Vraiment ce truc de on est tous responsables de ce qui se passe et de chacun, OK, je vais faire en sorte qu'il se passe bien, que C'est ça ça. se passe bien, qu'il soit bien. Moi aussi en mettant des choses en tant qu'humain conscient, en tant que gardien conscient, pour que l'animal aille mieux, quoi. Et Voilà. pas seulement lui, que lui de son côté. Non, c'est vraiment c'est quelque chose qui est important et c'est un couple, c'est une harmonie, c'est un duo et c'est hyper important, quoi, de Absolument. comprendre ça. Tu veux commencer par le chien ou le chat? Allez, le chien. Donc, bon, mis à part donc ma petite parenthèse, c'est les fleurs de bac sont vraiment de précieuses alliées pour dans l'accompagnement des chiens et des chats, des chevaux, des oiseaux, enfin des lapins qui présentent des troubles émotionnels qui se caractérisent par des comportements perturbés. Donc, chez le chien, donc les fleurs de bac vont être très intéressantes pour aider les animaux qui souffrent de peur et de phobie. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'anxiété de séparation, hein, ces chiens qui ont un attachement excessif à leur humain et donc qui vont se retrouver en détresse émotionnelle quand ils restent seuls et qui sont séparés de leur gardien. Elles sont également intéressantes dans le syndrome d'hyperactivité et hypersensibilité du chien, hein, qui se rapproche de l'hyperactivité des enfants. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure, tous les comportements stéréotypés, les troubles obsessionnels compulsifs que les animaux peuvent manifester. Elles sont également, elles peuvent être utiles donc pour les comportements agressifs. Alors là, c'est pareil, je préviens et je dis aux gardiens que si votre animal présente, commence à manifester le moindre signe d'agressivité,
Ne vous amusez pas à faire de l'automédication avec des fleurs de bac ou ce que vous voulez. Consultez rapidement un vétérinaire, un comportementaliste, un éducateur, mais ne restez pas avec un chien qui commence à grogner ou parce que bon, c'est très bien les dégâts que peuvent faire les morsures d'un chien et c'est vraiment quelque chose enfin, il faut consulter de façon à voir pourquoi l'animal a ce comportement agressif. Hein. Dire à un chien qui va grogner, chercher à mordre quand on lui caresse la tête, en fait, ben, il peut avoir ce comportement parce qu'en fait, il a une otite qui le fait extrêmement souffrir ou une hernie au niveau des vertèbres cervicales avec, pareil, une douleur intense et ce qui va expliquer son agressivité soudaine, quoi. Donc, il faut vraiment, enfin, je déconseille totalement l'automédication en fleurs de bac sur des comportements agressifs chez l'animal de compagnie. Et après, donc, on a aussi des indications, des fleurs très intéressantes dans les cas de dépression, que ce soit chez le jeune, chez l'adulte. Enfin, il y a pareil plusieurs types de dépression chez les animaux, en fait. Donc, bon, déjà, chez le chien, on a un grand panel de troubles comportementaux qui peuvent être soulagés par les fleurs de bac, en complément d'autres traitements éventuels ou de thérapie comportementale, de, de, de séances d'éducation. Enfin, encore une fois, c'est un traitement complémentaire et ça ne va pas faire tout. Les fleurs ne vont pas résoudre le problème toutes seules. Il faut souvent mettre des choses en place à côté. Merci pour ces précisions, Claire, par rapport au chien. On va passer au chat. Donc, chez le chat, ben, on va retrouver certaines affections telles que les peurs et les phobies, la dépression et l'agressivité, et des troubles comportementaux qui sont spécifiques à cette espèce. Donc, concerne le marquage urinaire, la malpropreté urinaire et les problèmes de comportement de griffade exacerbés. Alors, je regarde un peu le chat. Marlène qui nous demandait qu'est-ce qu'était le traitement pour les chenilles, avec l'exemple du chien que tu avais donné tout à l'heure. Ce que tu avais utilisé comme traitement homéopathique. Alors ça va pas aider parce que en fait c'est pas un traitement qu'on va pouvoir répéter pour tout chien qui a un problème d'envenimation avec les chenilles processionnaires. En fait, j'ai donné le remède Cantaris, mais parce que le chien avait cette langue qui avait quintuplé de volume, qui rentrait plus, que ça avait un aspect de brûlure. Mais je veux dire, pour chaque chien qui a une envenimation par les chenilles processionnaires, on ne va pas forcément donner le même remède, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, j'avais commencé par essayer de donner Apis qui n'avait rien donné. Et du coup, après, donc, en observant vraiment les symptômes et en cherchant dans le répertoire homéopathique, bon, j'ai trouvé Cantaris, quoi. Mais bon. Ouais, qu'il n'y aura pas forcément pour un autre chien, ce sera arsenicum. Enfin, c'est vraiment en homéopathie, c'est le remède ciblé, quoi. Sinon, on n'aura pas de résultat. D'accord. Merci pour cette précision. Jocelyne, après un traumatisme vécu par le gardien, l'animal peut ressentir son mal-être et du coup être lui aussi très affecté. Et nous pouvons soigner du coup les deux en même temps. C'est ça, tout à fait. Tout est dit, Jocelyne.
C'est tout à fait ça. Par rapport justement au traumatisme et tout ça, il y a, est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment est-ce que tu aides les gardiens dans le deuil justement, avec les fleurs de Bach? Oui, donc c'est également donc une utilisation très intéressante des fleurs de Bach. Donc les gardiens donc en deuil de leur animal de compagnie. Donc on en discutait un petit peu avant de commencer le direct et on était d'accord pour dire qu'on pourrait parler du sujet du deuil de l'animal de compagnie pendant des heures. Hein, donc, mais en effet, bon, bah, à la suite du décès d'un animal de compagnie, il y a les mêmes étapes que celles qui sont décrites dans le deuil d'un proche humain. Et en effet, donc il y a des fleurs, bon, ben, Star of Bethléem, l'étoile de Bethléem, la fleur de la consolation, des chocs, des traumatismes. Et enfin, je l'utilise pratiquement à chaque fois dans le cadre de l'accompagnement des gardiens qui me contactent pour les aider pour que je les accompagne durant ce processus de deuil de leur animal. Après, il va y avoir la fleur pine, donc le pin, qui est une fleur associée avec le sentiment de culpabilité. Et souvent, dans les premiers temps, les gardiens culpabilisent, se font des reproches, etc. Donc, c'est une fleur qui est également très utile. Après, selon le stade, on peut avoir des gens qui vont être en colère et on va à ce moment-là utiliser d'autres fleurs pour apaiser cette colère. Il y a beaucoup de possibilités, oui, dans le contexte du deuil de l'animal de compagnie avec les fleurs de Bach. Ouais, c'est intéressant et comme on disait, voilà, avant de commencer, l'émission avec Mélanie, je pense qu'on va dédier sans doute une émission spécialement pour ce sujet-là, pour en discuter, en parler parce que c'est important. Ça fait partie de la vie et on est tous confrontés à un jour ou l'autre, même plusieurs fois dans notre vie, au deuil de nos animaux donc c'est important justement d'en parler, c'est sûr. Donc ce sera avec joie. Est-ce que, enfin, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut choisir justement les fleurs de Bach pour nos animaux, pour un animal? Est-ce que tu pourrais nous Alors, donner, donc c'est très important parce que bon, euh, assez souvent, bon, on va entendre des personnes dire oui, les fleurs de Bach, ça n'a pas fonctionné. Une des causes d'absence d'effet des fleurs de Bach, c'est en fait que ben, on n'a pas choisi les bonnes fleurs pour la problématique de l'animal. Donc, ce qui est très intéressant quand c'est possible, c'est déjà de connaître la cause du comportement inadapté de l'animal. Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce que il y a eu un nouvel arrivant dans le cercle familial, que ce soit un bébé ou un nouvel animal qui arrive? Est-ce que l'animal a perdu son gardien? Est-ce qu'il y a un enfant qui a grandi, qui est parti faire ses études? Est-ce que l'animal a perdu est-ce qu'il y a un autre animal du foyer qui est décédé et avec lequel l'animal avait un lien d'attachement très fort et donc ça peut le plonger dans un état dépressif. Donc tout ça, c'est des éléments très intéressants à connaître pour choisir les fleurs. Par ailleurs, donc il faut vraiment analyser les émotions euh, ressenties par l'animal. Quoi. Est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la tristesse et quelle est l'intensité de l'émotion? Par exemple, dans le cadre de la peur, est-ce que c'est juste de l'appréhension? Est-ce que c'est une peur un peu plus marquée? Est-ce que c'est vraiment des crises de panique? Parce que là encore, les fleurs choisies ne seront pas les mêmes.
Et il faut vraiment observer très finement le comportement de l'animal. Est-ce que le chien il va aller se planquer sous la chaise contre son gardien, ou est-ce qu'il va sauter partout et tout décadiller? Enfin, voilà. Voilà, c'est toute cette observation de l'animal va permettre donc de voir comment il réagit et va aider au choix des fleurs. Ouais, chaque détail compte. C'est Oui, vraiment un travail d'enquête minutieuse qui va permettre justement d'être beaucoup plus pointilleux sur le choix. D'accord. Alors, petite question. Pendant combien de temps devons-nous donner les fleurs de bac? alors c'est très variable. Bon, dans le cas d'un problème aigu, par exemple un chien qui fait une crise de panique parce que c'est le 14 juillet, il est stressé par les pétards, etc. Bon, on va en donner sur le coup, et puis généralement l'animal va se calmer rapidement. Donc sur les états aigus, on va en donner peut-être 2, 3 jours, alors que pour des problématiques anciennes, par exemple, je pense aux animaux qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, qui sont passés par des refuges et qui sont parfois dans des états émotionnels très dégradés. Parfois il faut en donner plusieurs mois, hein, en fait. On en donne plusieurs mois, sachant que bon, avec un flacon, généralement, on accompagne l'animal pendant 3, 4 semaines. Et donc sur des traitements de longue durée, bon, on refait le point avec le gardien une fois par mois pour voir l'évolution de l'état de l'animal. Et selon l'évolution, bon, soit on continue avec le même mélange de fleurs, soit dans certains cas, on va retirer certaines fleurs, en rajouter d'autres. Donc c'est très dynamique comme thérapeutique. Ouais, c'est très évolutif. Et du coup, au niveau de la posologie, Alors, c'est comme pour les chiens, les chats, c'est comme chez l'humain. Donc, on va donner 4 gouttes, 4 fois, au moins 4 fois par jour. Parce que dans la mesure où donc c'est une thérapie vibratoire, donc qui apporte une information énergétique, il est important donc que cette information soit répétée. Donc, au moins 4 fois dans la journée. Sachant que c'est pas grave du tout si c'est pas à heure fixe, hein, parce que bon, pour les gardiens qui travaillent dans la journée, c'est pas grave si c'est pas 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures. On peut tout à fait en donner à l'animal le matin en se levant, avant de partir au travail, en rentrant du travail, et puis le soir avant de se coucher. Parfois, donc sur des problématiques émotionnelles sévères, bon, si on peut en donner 5, 6 fois par jour, c'est encore mieux. Comme avec l'humain, en fait. C'est ça, tout à fait. Tu voulais nous parler de Rescue Remedy, des remèdes d'urgence? Voilà. Oui, parce que en fait, bon, souvent, les gens vont pas forcément connaître beaucoup les fleurs de bac, mais quand on leur parle Rescue Remedy, remède d'urgence, tout de suite, là, ils vont connaître plus fréquemment, en fait. Et autant je suis pas favorable au complexe tout préparé, mais bon, le rescue, c'est quand même un incontournable pour toutes les situations de stress, d'urgence, que ce soit au plan physique et ou émotionnel, dans la mesure où c'est un complexe donc, qui a été mis au point par le docteur Bach et qui associe donc Star of Bethlehem, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui va permettre d'atténuer l'état de choc, Rock Rose qui va calmer l'état de panique. Alors, l'impatience, c'est une fleur qui est indiquée pour les gens qui sont
comme son nom l'indique, impatients et qui sont toujours pressés, veulent avoir fini avant d'avoir commencé. Et souvent, donc, ça génère de l'anxiété, des tensions au niveau physique. Et donc, dans le complexe Rexiou, Impatience va justement calmer cette agitation et ces tensions internes. Cherry Plum, donc le prunier, la fleur du prunier mirobolant que j'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est la fleur qui permet de garder le contrôle et de ne pas partir dans des réactions impulsives. Hein. Moi, je l'appelle la fleur cocotte minute, quoi. Hein. Quand on est sous pression et pouf, ça explose, donc ça permet de reprendre le contrôle. Et clématis, c'est une fleur aussi très intéressante dans les cas de traumatisme, puisqu'en fait, elle permet une reconnexion énergétique. Et par exemple, sur une personne ou un animal inconscient, elle permet de revenir à l'état de conscience, de reprendre ses esprits. Donc, c'est vraiment quelque chose, je dirais, à avoir dans son sac chaque fois qu'on se balade avec son animal. Hein, parce que, bon, que ce soit une grosse frayeur ou un accident de la voie publique ou une bagarre avec notre chien, ben, tout de suite, on peut donner ce remède le temps d'arriver chez le véto et que l'animal soit pris en charge sur le plan médical si c'est nécessaire, quoi. Et donc, c'est quelque chose, on peut donner donc 4 gouttes donc au départ toutes les 5 minutes et puis au fur et à mesure que l'état de l'animal s'améliore, on espace les prises. Et c'est également un remède qu'on peut utiliser à titre préventif, c'est-à-dire l'exemple type, c'est quand on a prévu une visite chez le véto, ben, 1 ou 2 jours avant le jour de la visite, on peut donner du rescue à l'animal pour le préparer et l'aider à être moins stressé lors de la visite chez le véto. Sachant que donc il y a une présentation spéciale pour les animaux hein, qui s'appelle Rescue Pet. Comme il existe d'ailleurs une présentation pour les enfants qui sont sans alcool. Et après, bon, selon les laboratoires, il y a d'autres équivalents qui existent, pas forcément sous le même nom, mais avec la même composition de fleurs en fait. Et donc tu les trouves, par exemple, demain, tiens, voilà, je vais me garder Rescue, où est-ce que je peux la trouver? Est-ce que il faut aller dans des magasins spécialisés ou on peut prendre en pharmacie? Ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie, on peut, sur Internet, enfin, c'est vraiment. D'accord. On les trouve facilement. Oui, très facile à trouver. Hein. Très bien. Donc, on a pu voir ce soir que voilà, toute l'étendue des fleurs de bac, tout l'historique, c'était vraiment génial. On a vu aussi qu'on pouvait utiliser pour nous, autant pour les animaux, autant donc, pour les gardiens, en traitement identique parfois. Je ne sais pas si tu as des exemples. Est-ce que c'est souvent on a la même chose ou pas? En fait, ça peut être, on peut avoir des fleurs à l'identique, par exemple sur un animal un chien qui fait de l'anxiété de séparation. En fait, on va souvent aussi avoir de l'anxiété chez le gardien à l'idée de laisser son animal seul. Donc, on peut avoir des mélanges un petit peu en miroir. Comme aussi, on peut avoir des fleurs qui vont être plus particulièrement ciblées sur le gardien. Je pense entre autres à Red Chestnut, la fleur du marronnier rouge, qui est en fait une fleur, c'est la fleur mère poule. Donc c'est la maman qui va s'inquiéter sans arrêt pour ses enfants, qui a toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils se fassent écraser, qu'ils se fassent enlever. Et idem pour certains gardiens vis-à-vis de leurs animaux qui sont sans cesse à se faire du souci, à l'idée que leur animal se fasse écraser, etc.
qui tombent malades. Enfin voilà. Donc ça permet d'aider le gardien à apaiser cette inquiétude qu'il a vis-à-vis de son animal. Pour les gardiens aussi, une fleur qui est souvent utilisée, c'est Gorse, l'ajonc. Parce que ça, c'est la fleur du découragement total, quand vraiment on a baissé les bras. Et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on va rencontrer chez des personnes avec des animaux qui ont des maladies graves ou chroniques et qui ont déjà consulté plein de vétos, et puis il n'y a pas de traitement qui marche. Et puis, à un moment donné, les gens, ils se disent, voilà, on ne peut plus rien faire, de toute façon, il n'y a plus d'espoir. Et donc, Gorse, ça redonne de l'espoir. Merci pour ces indications. Et puis, Anne-Claire, tu fais des stages, des ateliers, c'est ça? Oui. En présentiel, il y en a un bientôt au mois de juin. Voilà, donc j'ai commencé à proposer donc des stages sur un week-end, donc de découverte des fleurs de bac pour les gardiens, pour leurs animaux. Donc, en fait, au cours de ces 2 jours, j'approfondis un petit peu ce que j'ai survolé là ce soir. Donc, on découvre toutes les 38 fleurs dans le détail. Et puis, le lendemain, en fait, je reprends donc les principaux troubles émotionnels que j'ai évoqués, et en indiquant les fleurs qui peuvent être utiles pour chacun de ces troubles. D'accord, génial. Donc, c'est vraiment ouvert voilà, aux personnes qui Pour sont. les gardiens, hein, ça n'a aucun caractère de formation, c'est juste de la découverte et de l'information pour les gardiens, s'ils ont envie d'accompagner leurs animaux avec les fleurs. Ah, c'est génial. C'est vraiment super ce que tu proposes. Donc, écoutez, vous pouvez du coup aller voir dans la description, on a mis le lien pour aller voir l'événement, pour vous inscrire si vous êtes du côté du Var, à, à Saint-Maximin la Sainte-Baume. C'est le week-end du 11 et 12 juin, si vous voulez approfondir davantage sur les fleurs de bac avec Anne-Claire. Merci. Merci infiniment pour cette soirée. Merci à toutes et toutes d'avoir été là. Je me demande où se passent ces stages en visio pour la. Donc là, dans un premier temps, ce sont des stages en présentiel. Ensuite, j'envisagerai, je pense, des stages à distance. Voilà. Mais pour l'instant, donc, ça se passe chez moi, donc à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Ok, donc je ne sais pas si c'est Marlène, mais en tout cas, elle a l'air de ne pas être très loin. Donc voilà, bah, merci beaucoup. On a passé un agréable moment. C'était voilà, c'était vraiment passionnant de ce partage. Donc, si vous avez aimé, si vous connaissez des personnes aussi à qui ça peut vraiment intéresser, faire ouvrir leur vision justement sur ces fameuses fleurs de bac, leur donner des outils complémentaires, vous pouvez partager la vidéo, faites tourner l'information. C'est important que chacune sache voilà, tout ça. Et on a vraiment eu un exposé complet sur les fleurs de bac, d'où ça venait, le pourquoi, du comment, l'utilisation. Enfin, c'était vraiment hyper complet. Donc, merci beaucoup, Anne-Claire. Vraiment. Ben, merci pour votre accueil, et puis pour votre bonne humeur. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous. Pareil, merci infiniment Anne-Claire pour cette présentation très, très riche, et puis remplie d'informations qui feront bons usages à beaucoup de gens, j'imagine. Parce que c'est vrai que tu es très généreuse en informations, et merci infiniment pour ça.
Très belle soirée à toutes et toutes et puis on vous dit à très, très bientôt sur la Bonne chaîne YouTube soirée. ou dans le groupe. Très belle soirée. Bonne soirée. Ciao les gardiens. Au revoir. Au revoir.